Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Révisions du Dimanche. Et aujourd'hui, nous allons voir la démocratie classique et moderne, c'est-à-dire athénienne et celle qui est encore en usage aujourd'hui. Voyons désormais les caractéristiques d'une démocratie. Alors une démocratie, tout d'abord, c'est la souveraineté du peuple, c'est-à-dire qu'il y a le pluralisme politique et des élections fréquentes. Donc c'est le peuple qui a le pouvoir. Dans une deuxième partie, c'est le respect des libertés fondamentales. La troisième, c'est l'état de droit, c'est-à-dire la loi est la même pour tous et personne ne peut s'y soustraire. Et la 4, c'est les pouvoirs sont séparés. Maintenant, voyons les différents types de régimes démocratiques. Tout d'abord, nous avons la République, comme en France, la République fédérale, comme en Allemagne, la monarchie parlementaire ou constitutionnelle, par exemple comme en Espagne, ou sinon un régime parlementaire comme en Suisse, c'est-à-dire que c'est différentes chambres et ça marche sous référendum. Donc après, le mode de participation, c'est soit direct, c'est-à-dire le peuple vote directement les lois par référendum, donc c'est l'exemple de la démocratie athénienne, et indirect, c'est le plus répandu dans le monde aujourd'hui, c'est le peuple élit les représentants qui votent les lois plus tard. Maintenant, intéressons-nous à la démocratie athénienne. Donc celle-ci existe du 6e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Elle est créée par la réforme de Clisthène en 508 qui met en place la démocratie à Athènes. Avant ça, Athènes était passée par l'oligarchie, mais aussi la tyrannie. Seconde date très importante, on a de 490 à 479 les guerres médiques, c'est-à-dire que les Perses achéménides vont attaquer la Grèce et Athènes va en sortir grande victorieuse. Grâce à l'influence, au prestige et à l'armée qu'elle a eue grâce aux guerres médiques, la cité d'Athènes va exercer sa thalassocratie sur le monde grec et exporter la démocratie. Mais cette ère ne dure pas. De 430 à 411 se déroule la guerre du Péloponnèse. Elle met face à face la Ligue de Délos, qui est contrôlée par Athènes, et après on a la Ligue du Péloponnèse qui est contrôlée par Sparte. Athènes va perdre face à Sparte. Sparte va détruire ses murs et mettre un régime illégitime à la place de la démocratie. Même si la démocratie sera restaurée quelques années plus tard, il n'empêche que ça marque une césure et que c'est la fin de l'âge d'or de la démocratie athénienne. Avec ça va se faire une résorption de la démocratie dans le monde grec. Et puis durant le 5e siècle, la démocratie athénienne va être définitivement arrêtée par Alexandre le Grand. Maintenant parlons d'Athènes. Athènes a une superficie de 2500 km², donc c'est-à-dire ça représente la ville et la campagne. Sur le niveau administratif, elle est découpée en 100 démesses, c'est-à-dire régions, pour 10 tribus. Donc ça a été mis sous la réforme de Clisthène en 508, je vous le rappelle. Donc après, la population, elle est de 250 000 à 300 000 personnes, dont 30 000 sont des citoyens, soit 14% environ. Maintenant, regardons les institutions de cette démocratie athénienne. Tout d'abord, nous avons les magistrats, qui sont élus comme les 10 stratèges, et ils ont le pouvoir exécutif, ce qui nous rapproche un peu d'une démocratie représentative. Après, on a l'ailier, c'est 6000 juges qui vérifient le travail des magistrats et qui s'occupent de la justice, du coup, donc ils ont le pouvoir judiciaire. Puis après, au niveau global du peuple, c'est la boulée, c'est-à-dire le conseil des 500. Eux, ils sont tirés au sort. Et puis après, on a l'ecclésia, donc c'est tous les citoyens qui se réunissent 40 fois par an. Donc eux, ils ont le pouvoir législatif. Après, bien sûr, à l'ecclésia, les citoyens n'y allaient pas à chaque fois, mais y allaient quelques fois. Maintenant, parlons des droits et des devoirs des citoyens athéniens. Les citoyens athéniens ont tout d'abord des droits politiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent participer à la vie publique et décisionnelle de la cité, ils peuvent être élus. Ils disposent aussi de l'iségoria, qui est un temps de parole dans un débat identique pour tout le monde. Donc ils ont aussi des droits administratifs, c'est-à-dire que tous les citoyens sont égaux à la loi, mais aussi économiques, c'est-à-dire qu'ils ont le droit à la propriété, et ont uniquement des impôts indirects, c'est-à-dire des impôts sur la succession. Mais ils ont aussi des devoirs, comme celui de défendre la cité, le plus primordial, c'est-à-dire qu'ils doivent faire un service militaire obligatoire,
mais aussi pour les plus riches payer la liturgie, c'est-à-dire participer aux finances de l'État et prendre part aux fêtes religieuses. Ça, c'est pour tout le monde. Après, tous ces droits et devoirs peuvent être perdus, notamment avec l'atymie, où on perd tous ses droits, en fait on n'est plus citoyen. Et après l'ostracisme qui bannit une personne pour 10 ans, c'est un vote. Mais la démocratie athénienne a aussi ses limites. Par exemple, les femmes citoyennes ne peuvent pas participer à la vie publique et n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Certains citoyens ne participent que très peu à la vie publique. Mais il y aura aussi des avancées dans la démocratie athénienne. Par exemple, la mise en place du mistos par Périclès à la fin du 5e siècle, qui va permettre aux magistrats et aux citoyens en général de se prendre des journées pour participer à la vie publique. Le mistos, ce sont des journées payées pour que tu puisses participer à la vie publique. Nous avons aussi en 451 une loi pour que les femmes donnent la citoyenneté à leurs enfants. Donc il faut que ce soit une femme citoyenne et un citoyen pour que l'enfant soit citoyen ou citoyenne. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une manière de restreindre la citoyenneté à encore moins de personnes qu'avant. Maintenant, revenons à une personne un peu plus moderne, c'est-à-dire Benjamin Constant. Donc, c'est un homme politique français et théoricien du libéralisme économique et politique du XIXe siècle. Donc, il a théorisé la liberté des anciens et celle des modernes. Donc, dans son speech, il annonce que les anciens avaient la liberté totale civile, donc à Athènes bien sûr, hein, et étaient par contre esclavagés dans la sphère privée. Donc on a là la notion de sens commun ou bien commun, alors que les modernes ont tendance à privilégier leur vie privée à la publique. Donc c'est de l'individualisme, on va dire. Tocqueville, lui, est un philosophe français du XIXe siècle. Il est juge à Versailles et a étudié le système carcéral des USA. Donc il a émis plusieurs principes et observations sur la démocratie. Donc il considère que le principal, c'est la séparation des pouvoirs, mais décèle aussi la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire que la minorité n'est jamais écoutée, même à 51% de majorité. Et après, on a le despotisme doux, donc je vais vous dire sa définition, enfin la définition qu'on nous a donnée, c'est l'État s'occupe seul de s'assurer du bonheur des citoyens, quitte à les maintenir dans une enfance permanente. Maintenant, voyons comment on passe d'une démocratie à une dictature. Donc les conditions, c'est une crise économique, une guerre ou une menace extérieure, un contexte international, par exemple, imaginons la guerre froide, c'est bien. Et après, le souvenir d'un passé vu comme glorieux, on pense directement à Mussolini et l'Empire romain. Et après, une crise politique, c'est-à-dire que la population n'a plus confiance en sa classe politique. Et après, le plus souvent, principalement, surtout au XXe siècle, c'est la peur du communisme. Après, tu changes deux, trois trucs et c'est à peu près la même chose pour passer d'une dictature à une démocratie. Maintenant, voyons l'état des dictatures après 1945, donc après la Seconde Guerre mondiale. En Amérique latine, donc c'est là où elle se trouve principalement, donc dans les années 60, sous l'impulsion des USA, beaucoup de démocraties deviennent des dictatures, afin d'empêcher le développement du communisme en Amérique latine. Tout cela, c'est parce que principalement les États-Unis ne veulent pas d'un nouveau Cuba. Donc, pour faire l'historiographie, on a en 1949 l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro. Donc en 61, on a le débarquement de la baie des Cochons, parce que les États-Unis sont pas contents, parce que Cuba avant, c'était une république bananière qui était à eux. Et du coup, après, en 62, à cause de l'échec de la baie des Cochons, qui devait démettre Fidel Castro, et ben on aura la crise des missiles de Cuba. Et jusqu'en 2010, il y aura un embargo sur Cuba, ce qui montre l'importance que portent les États-Unis par rapport à Cuba. Mais maintenant, le processus s'est largement inversé, c'est-à-dire que maintenant, on a une démocratisation de l'Amérique latine. Par exemple, dans les années 60, il n'y avait que 3 démocraties, alors qu'en 2020, il ne reste plus que 4 dictatures. Après, en Europe, la plupart des dictatures n'ont pas survécu à la Seconde Guerre mondiale. Il n'y en a que 3 dans les années 70. La première est le Portugal de Salazar, la deuxième, la Grèce des colonels, qui durera jusqu'en 1974, et la troisième, l'Espagne de Franco. Je ne vous remercierai jamais assez de regarder mes vidéos, et si jamais vous avez encore des problèmes de compréhension, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.